Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on met de côté les discours de motivation habituels. Pas de grandes théories abstraites non plus. L'objectif, c'est de procéder à une dissection froide, calme et totalement clinique d'une pathologie psychologique que l'on connaît tous sur les marchés. On va décortiquer, pièce par pièce, ce mécanisme précis qui ruine silencieusement tant de portefeuilles. On va commencer par cette simple affirmation. Ce n'est pas toujours votre gestion de risque le problème. Parfois, c'est votre ego. Laissez cette vérité résonner un instant. C'est inconfortable, n'est-ce pas? Mais c'est le point de départ absolument indispensable pour comprendre les comportements destructeurs qui s'opèrent réellement derrière nos écrans. Voici notre protocole de travail d'aujourd'hui. 1. Le diagnostic de l'ego. 2. Le déplacement irrationnel. 3. La dissociation entre l'identité et l'opération. 4. L'opinion face au capital. 5. L'invalidation vue comme une information. Et enfin, 6. La protection du système. Commençons tout de suite par la section 1, le diagnostic de l'ego. Ou pour le dire autrement, le fossé gigantesque entre le savoir et l'exécution. En théorie, on sait tous exactement quoi faire. L'opérateur sait calculer son risque, il connaît l'emplacement exact de son stop au millimètre près et il visualise parfaitement à quel niveau son scénario graphique devient caduc. On connaît tous la règle d'or, ne jamais déplacer un stop-loss et ne jamais moyenner à la baisse une position perdante. L'ignorance technique n'est donc absolument pas la cause de l'échec. Intellectuellement, les connaissances sont là. Mais regardons les choses en face. Que se passe-t-il quand le cri s'approche dangereusement de ce niveau fatidique? La belle exécution technique s'évapore instantanément. À la place, une blessure d'ego s'ouvre grand. Pourquoi ce phénomène? Parce que l'approche du stop-loss communique un message très clair et chirurgical. Le scénario de base est faux. Et ça, l'ego est viscéralement programmé pour le rejeter. Ce qui nous amène à la section 2, le déplacement irrationnel. C'est ici qu'apparaissent les symptômes cliniques du déni. C'est le moment précis où la logique financière s'éteint. On a tous entendu cette petite voix qui commence à négocier. Il va revenir. Je vais lui laisser juste un peu d'air. Le stop est trop serré, c'est juste une mèche. Ou alors, je ne veux pas me faire sortir avant le vrai mouvement. Soyons totalement chirurgicaux. Ce ne sont pas des analyses de marché. Ce sont des fables, des mensonges émotionnels inventés par le cerveau pour masquer un refus catégorique de s'avouer vaincu. Dès que ces rationalisations émergent, l'opération est cliniquement morte. On ne gère plus un risque, on défend aveuglément et obstinément une opinion. Or, s'il y a bien une certitude absolue, c'est que la réalité financière n'a strictement aucune pitié pour les opinions qu'on défend trop longtemps. Ce refus d'accepter la réalité coûte extrêmement cher. Passons à la section 3, dissocier identité et opération. C'est ici que se trouve la véritable racine de la douleur. Il faut redéfinir froidement les termes. Qu'est-ce qu'un stop-loss? C'est le point de prix exact où une idée est techniquement invalidée. Un point, c'est tout. Ce n'est en aucun cas une mesure de la valeur humaine, de l'intelligence ou des compétences de l'opérateur. C'est un simple garde-fou neutre qu'il faut totalement vider de son poids émotionnel. Confondre un simple scénario de marché avec sa propre valeur personnelle crée une blessure identitaire paralysante. Si l'on vit chaque invalidation graphique comme un échec personnel total, le cerveau fera tout subconsciemment pour éviter ce déclenchement. Le résultat? Une exposition à un risque de ruine globale, simplement pour ne pas froisser l'ego. Dans la froide réalité du terrain, pour un professionnel, prendre une perte est normal. Toucher un niveau d'invalidation est normal. Avoir une thèse initiale incorrecte fait partie des probabilités mathématiques du métier. En revanche, ce qui est profondément anormal, c'est de transformer un risque calculé en un désastre absolu en refusant l'évidence. Ce refus chronique d'avoir tort rapidement fragilise et détruit la confiance sur le long terme. Section 4, l'opinion contre le capital. C'est la dichotomie ultime de ce métier. Il existe une ligne de fracture exacte entre l'impulsivité du débutant et la maturité du professionnel. D'un côté, le comportement amateur. Il défend son ego, il veut à tout prix avoir raison face au graphique et il déploie une énergie folle pour tenter de sauver un seul trade perdant. De l'autre, l'opérateur mature. Son unique focus, c'est de protéger son capital. Il accepte l'invalidation avec détachement et fait une obsession sur la préservation globale de son système. La stabilité mentale ne s'atteint que lorsque cette quête d'avoir raison est définitivement abandonnée. Section 5, l'invalidation comme information. C'est le véritable changement de paradigme. Un niveau de protection déclenché n'est pas une humiliation, c'est une simple donnée technique neutre. Le scénario statistique n'a pas fonctionné sur cette occurrence précise, le risque monétaire préalablement défini a été exécuté, fin de l'opération. L'opérateur mature utilise cette perte comme une information pure pour lire la dynamique du marché et non comme un tribunal jugeant de sa propre intelligence. Observez le cycle de vie d'une perte gérée de manière professionnelle. C'est fascinant de brièveté. À la seconde 0, le risque est mathématiquement provisionné. À la minute 1, le scénario échoue techniquement sur les graphiques. À la minute 2, le dénouement est accepté dans un calme total.
Et à la minute 3, le dossier est fermé, sans aucun drame. L'échec tactique est totalement indolore quand l'identité personnelle n'est pas liée au résultat de la transaction. Ce qui nous amène à notre dernière étape, la section 6, protéger le système, le protocole clinique final. Voici le protocole mental incontournable qui doit être mis en place avant d'envisager la moindre exposition au risque. Étape 1. Le point d'invalidation exact doit être calculé sans aucune ambiguïté. Étape 2. Il faut se demander avec une honnêteté brutale, est-il vraiment possible pour moi d'accepter cette perte précise ? Étape 3. On entre sur le marché uniquement si la réponse est un oui catégorique. L'invalidation doit être intégrée psychologiquement avant même de cliquer sur la souris et non découverte dans la panique en pleine opération. Analysons le poids de cette simple affirmation et laissez-la agir comme un miroir implacable. Vous savez ce que vous faites quand vous déplacez votre stop. Au fond, au moment exact où l'on bouge manuellement cette ligne sur l'écran, on sait parfaitement qu'on est en train de trahir son propre plan. La rationalité vient de mourir, laissant l'ego prendre le contrôle total du véhicule. Ce qui soulève inévitablement cette question rude, conçue pour provoquer un électrochoc salutaire: combien d'argent votre ego vous a-t-il coûté jusqu'à présent ? Un ego non examiné et non régulé est, sans conteste, l'élément le plus ruineux que l'on puisse conserver sur les marchés. Pour clôturer cette analyse clinique, cette ultime réflexion doit s'ancrer dans l'esprit de tout opérateur cherchant la maturité. Accepter un stop propre, ce n'est pas perdre, c'est rester professionnel. C'est la véritable marque de la force. Ce n'est qu'en maîtrisant ces mécanismes psychologiques avec froideur et discipline que l'on protège l'outil fondamental de toute réussite à long terme, la clarté de l'esprit et l'intégrité du système lui-même.